Bonjour, aujourd'hui on va parler de la notion de diffraction et d'interférence. Alors le plan pour aujourd'hui. On va commencer par faire des petits rappels sur les ondes progressives que vous avez vues l'an dernier en première. Ensuite on parlera du phénomène de diffraction et on enchaînera par les phénomènes d'interférence. Alors on commence par les rappels sur les ondes progressives, on va revoir déjà un petit peu de vocabulaire. Déjà la définition d'une onde c'est tout simplement la propagation d'une perturbation dans l'espace. Donc déjà, on va revoir différents types d'ondes. Vous avez vu l'année dernière ce qu'on appelle des ondes mécaniques, c'est des ondes qui ont besoin d'un milieu matériel pour pouvoir se propager. Ça ne se propage pas dans le vide. Contrairement à la lumière qui, elle, n'est pas une onde mécanique, c'est une onde électromagnétique qui n'a pas besoin de milieu matériel pour se propager. La lumière peut se propager dans le vide. Alors l'onde, elle peut être périodique. Si j'ai un motif élémentaire qui va se répéter à l'infini, eh ben, je vais avoir ce qu'on appelle une onde périodique. L'onde périodique peut être également sinusoïdale. Donc si j'ai un motif qui se répète et si ce motif peut se modéliser mathématiquement par une fonction sinus ou cosinus, je vais avoir une onde sinusoïdale. Alors dans le cas des ondes périodiques, on va avoir une double périodicité. Une périodicité temporelle, on peut voir sur le schéma de gauche, si j'ai un axe en abscisse, un axe de temps, eh ben, je vais avoir mon onde qui va se répéter dans le temps, je vais avoir un motif élémentaire qui se répète dans le temps, et un axe donc spatial, pour ma droite représentée en verte, à droite, où je vais avoir mon motif qui va se répéter dans l'espace. Donc à gauche, un axe dans l'espace, toutes les 3 secondes par exemple, mon onde atteint son maximum, donc je vais pouvoir définir une période temporelle, qui sera par exemple de 3 secondes. Et à droite, un axe d'espace, et ben imaginons que je prenne une photo de l'onde, cette fois je regarde des vagues à la surface de l'eau par exemple, je prends une photo et je vais voir que les maximums de chaque vague sont séparés de 30 cm par exemple. Et donc je vais pouvoir définir une longueur d'onde, qui est cette fois une distance. Donc rappel sur la fréquence d'une onde, et ben la fréquence se calcule en prenant l'inverse de la période, les unités, la fréquence étant Hertz et la période étant secondes, et le lien, on peut se demander quel est le lien entre la période d'une onde et sa longueur d'onde. Et ben en fait, tout simplement, la longueur d'onde correspond à la distance parcourue par l'onde pendant une période t. Et tout ça à la célérité v, je vous rappelle, la célérité correspond à la vitesse de l'onde. Et donc on a une relation qui va lier les trois. La célérité d'une onde progressive, ça va être v qui est égal à lambda, la longueur d'onde, divisée par la période, avec les unités qui vous sont fournies ici. Donc des fois, la célérité, vous la verrez notée c. Moi, je préfère réserver ça uniquement à la célérité de la lumière, d'accord, à la vitesse de la lumière, et d'utiliser v pour la vitesse, la célérité des autres ondes, qui ne sont pas forcément des ondes lumineuses. Alors, on a parlé des ondes sinusoïdales, on peut rapidement revoir comment on représente mathématiquement une onde progressive sinusoïdale. Donc, je vous ai remis le petit schéma à gauche. Donc, on va avoir une fonction à 2 variables qui va nous donner l'élongation en fonction du temps, mais aussi de la position en abscisse, donc en x. Et je vais avoir y en fonction de x et de t, donc 2 variables, est égal à l'amplitude et tout un terme à l'intérieur d'un sinus, parce qu'on a une fonction sinusoïdale. Donc les différents termes, ils signifient quoi? Donc déjà, j'ai le grand A qui est l'amplitude de l'onde, et son unité va dépendre de l'onde que l'on étudie. Si j'étudie un signal électrique, l'amplitude va être en volts. Si j'étudie, par exemple, on a parlé des vagues tout à l'heure à la surface de l'eau, l'amplitude va être en mètres, etc. Donc l'unité va dépendre de ce qu'on étudie. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans cette formule? On va trouver la période, grand T, la période de l'onde, qui va s'exprimer en secondes, et aussi la célérité de l'onde en mètres par seconde. Et une dernière chose, on va également trouver ce qu'on appelle la phase à l'origine, qui va s'exprimer en radians. La phase à l'origine, on va pas beaucoup s'attarder là-dessus, mais si on regarde le schéma à gauche avec mon onde qui est représentée en rouge, et ben pour le temps t qui serait égal à 0 et x qui serait égal à 0, je devrais avoir une élongation qui serait nulle si je n'avais pas de déphasage. Ici, on voit qu'on démarre par une élongation qui est négative pour t égale 0 et x égale 0. Donc en fait, la petite valeur que vous voyez là apparaître, c'est tout simplement la valeur de ma phase à l'origine. Alors vous avez deux valeurs de célérité à retenir, que normalement vous connaissez déjà. La célérité de la lumière dans le vide, 3×10 puissance 8 mètres par seconde, et la célérité du son dans l'air à 15 degrés, où on a environ 340 mètres par seconde. Voilà pour les rappels, on va passer maintenant un petit peu à la notion de diffraction. C'est une notion
vous avez déjà observé au quotidien des phénomènes de diffraction. Donc par exemple, si vous avez un soleil, si vous prenez une photo, des fois vous observez le soleil qui est un petit peu étiré comme ça, vous avez des espèces de branches qui se forment. Si vous avez de l'eau également, si vous êtes à la mer, si vous avez de l'eau qui va traverser, là vous voyez on a une petite fente entre deux petits murets, et ben l'eau arrive avec des ondes qui sont planes derrière le muret, et quand ça traverse la petite fente, et ben on va avoir une onde sphérique qui se forme. Et des fois, si vous regardez également des photos d'étoiles prises par des télescopes, et ben on a ce qu'on appelle des aigrettes de diffraction. Donc vous voyez les petites barres verticales et horizontales pour chaque étoile. Donc ça, c'est dû à la composition du télescope en lui-même. Donc on va essayer d'expliquer un petit peu ce qui se passe. Alors déjà, on peut imaginer, j'ai une onde, donc ici on va dire un laser, d'accord, un rayon lumineux, une onde en tout cas, qui arrive sur un obstacle qui présente une petite fente en son milieu. Donc on peut se demander qu'est-ce qui va se passer. Moi, à première vue, si on montre ça, j'ai envie de me dire que l'onde va traverser la fente et va continuer son chemin, et uniquement à l'endroit où il y a une fente. Donc j'ai envie de me dire que la lumière va poursuivre son chemin de telle façon. Et ben en fait, vous allez voir que c'est pas du tout ce qui se passe. Donc dans la réalité, ce qu'on va obtenir, c'est que l'onde qui traverse le trou, elle va s'étaler un petit peu en largeur, et on va obtenir ce type de schéma. Et donc ça, c'est le phénomène de diffraction. On va revenir sur l'exemple de tout à l'heure avec mes vagues. Donc déjà, on peut... je vous ai remis la définition de la longueur d'onde, hein, c'est la distance qui sépare les deux maxima consécutifs d'une onde. Donc déjà, on peut se demander si ce phénomène, donc la formation d'ondes sphériques une fois que l'eau est sortie de la fente, ici, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que ça va toujours se passer comme ça? Eh ben non, il y a quand même quelques conditions. Eh ben une des conditions, c'est que la largeur de la fente A soit suffisamment petite. Donc là, on peut voir que j'ai une fente A qui est très grande par rapport à ma longueur d'onde. Ma longueur d'onde, c'est la distance entre deux maximums, donc entre deux traits noirs sur mon schéma. Eh ben si A est très grand par rapport à lambda, il n'y aura pas de phénomène de diffraction. Par contre, si j'ai une fente qui est du même ordre de grandeur de lambda, ou en tout cas qui vaut quelques lambda ou moins, et ben là, je vais avoir un phénomène de diffraction. Et plus la valeur de A est petite, plus la diffraction est importante. Donc on va commencer à quantifier tout ça. Alors, si je prends la diffraction d'un faisceau laser par une fente, je vous mets le schéma ici. Donc on envoie un faisceau lumineux d'une certaine longueur d'onde, un faisceau rectiligne, qui va traverser une fente et qui va être donc diffracté, parce que la largeur de ma fente est environ de l'ordre de ma longueur d'onde, ou alors elle est plus petite. Donc je vais avoir un phénomène de diffraction. Et sur l'écran, on a donc une tache centrale de largeur grand L. Et ben là, on va déjà pouvoir définir un angle, ce qu'on appelle l'angle caractéristique de diffraction, qui est l'angle entre ma droite en pointillé, qui représente donc le trajet du rayon lumineux s'il n'avait pas été diffracté, et entre le rayon qui va de la fente jusqu'à l'extrémité de ma tâche centrale. Et donc on va avoir directement une relation entre cet angle caractéristique, la longueur d'onde de l'onde et la largeur de la fente. Donc cette formule, c'est θ qui est égal à lambda divisé par A. Donc θ représente l'angle caractéristique de diffraction en radians, lambda représente la longueur d'onde de la source en mètres, et A représente la largeur de la fente en mètres également. En tout cas, lambda et A doivent être dans les mêmes unités. Alors maintenant, on va essayer de voir si on peut pas déterminer une relation entre mon angle caractéristique de diffraction θ, la largeur de la tâche, et la distance qui sépare la fente de l'écran. Déjà, pour faire ça, on peut refaire un schéma. Je vais me mettre du dessus et je vais choisir mon triangle, donc avec ma droite en pointillé en bas de longueur D, et mon angle θ qui est représenté directement sur le schéma. On peut voir que le côté à droite, en fait, possède une longueur de L divisé par 2, vu que c'est uniquement la moitié de la tâche. Et bien là, déjà, on va pouvoir trouver assez facilement une relation entre ces trois grandeurs en utilisant un petit peu de trigonométrie, et vous savez que la tangente de θ est égale au côté opposé divisé par le côté adjacent. Le côté opposé à mon angle θ, c'est L divisé par 2, et le côté adjacent à cet angle, c'est grand D. Et donc je vais pouvoir écrire directement que tangente θ est égale à L divisé par 2D. Mais ici, sur des montages comme ça, on va souvent avoir des angles θ qui sont très très faibles. Donc on va pouvoir réaliser une approximation qui est l'approximation des petits angles qui nous dit que
tangente θ, c'est environ égal à sinus θ, et c'est environ égal à θ. Donc on va pouvoir simplifier l'expression qu'il y a au-dessus. Alors cette relation, elle est valable pour des angles qui sont inférieurs à 15 degrés. En radian, ça me donnerait 0,26. Je vous invite vraiment à essayer avec votre calculatrice. Vous mettez votre calculatrice en radian, vous tapez tangente de 0,26 et vous allez voir que vous allez trouver un résultat très proche de 0,26. Donc on peut approximer que tangente de θ est égale à θ si l'angle est très petit. Et donc, ça nous donne que θ est environ égal à grand L divisé par 2D. Donc on a trouvé une formule qui allait relier directement l'angle caractéristique de diffraction à la tâche de diffraction, donc à sa largeur, et à la distance écran-fente. Alors on va prendre un exemple d'utilisation de ces deux formules. Un faisceau laser traverse une fente de largeur 120 micromètres, on observe une figure de diffraction sur un écran placé à 2 mètres, dont la tâche centrale mesure 1,5 cm. Et on vous demande de déterminer la couleur du faisceau laser. Première chose à faire dans ce genre d'exo, je vous conseille toujours de refaire un schéma pour replacer vos différentes grandeurs sur le schéma. Alors la relation trigonométrique qu'on a vue tout à l'heure, la tangente de θ est égale à L divisé par 2D. Et on sait que tangente θ est environ égale à θ. Donc on peut retrouver directement la relation qu'on avait tout à l'heure. Donc ça, c'est à vous de savoir le faire en exercice. Je sais également, d'après le cours, formule que vous pouvez apprendre par cœur, que θ est égal à lambda divisé par A. Et donc si je combine ces deux expressions, je vais obtenir que lambda sur A est environ égal à grand L divisé par 2D. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir calculer lambda. Je vais l'isoler, je vais trouver lambda qui est égal à grand L fois petit a divisé par 2D, et je vais pouvoir faire mon application numérique. Évidemment, on n'oublie pas de faire ses conversions, tout convertir en mètres, donc 1,5 10-2, donc je convertis les centimètres en mètres, je multiplie par 10-2, je convertis les micromètres, je multiplie par 10-6, et j'obtiens comme résultat une valeur de 450 nanomètres. 450 nanomètres pour une longueur d'onde, vous vous situez dans le bleu. Et donc j'ai un laser ici qui est de couleur bleue. Donc maintenant on va commencer à parler un petit peu d'interférence entre plusieurs ondes. On va commencer par regarder une petite vidéo rapide. Donc là, petite expérience rapide à la surface de l'eau. Donc on a pris une petite sphère qu'on va agiter à une fréquence donnée à la surface de l'eau pour créer des ondes circulaires. Et on va rajouter une deuxième sphère et on va essayer de faire la même chose avec la deuxième sphère. Et là, regardez ce qui se passe. En fait, on a les ondes émises par chacune des sources qui vont se mettre à interférer entre elles. Et on observe, donc on va assez bien le voir après. Et là, en fait, on observe ce qu'on appelle des interférences entre mes deux ondes. Donc, à certains endroits, on a une onde qui est toujours présente. Et à d'autres endroits, on a une onde qui a totalement disparu. On va essayer d'expliquer un petit peu ce phénomène. Donc déjà, on va revenir un petit peu sur ce qu'on vient de voir. Si on n'a qu'une seule source, on a des cercles concentriques qui se forment autour de la source. Et par contre, si je rajoute une deuxième source à côté, on va observer des interférences entre les deux ondes issues des deux sources. Et ces interférences, regardez, on va avoir des maximums et des minimums que je vais représenter avec des traits blancs ici. Donc à cet endroit-là, j'ai des minimums, d'accord, où on voit que il n'y a plus d'ondes. On va essayer d'expliquer un petit peu ce qui se passe. Alors déjà, là, on a vu l'exemple avec des ondes à la surface de l'eau, mais le même phénomène est observable avec des ondes lumineuses. Là, par exemple, on va avoir un montage où on a une onde incidente qui est sphérique, donc entre A et B directement, et qui arrive en B, où se trouvent deux fentes. Donc on va avoir deux nouvelles sources, la source numéro 1 et la source numéro 2. Et ce dispositif, c'est ce qu'on appelle les fentes de Young. Et donc entre B et C, je vais avoir mes deux ondes issues de S1 et S2 qui vont pouvoir interférer entre elles. Donc ça, c'est une condition car elles présentent la même phase à l'origine. C'est pour ça qu'on ne choisit pas de prendre deux sources différentes avec deux lasers différents. Sinon ça ne fonctionne pas, on va prendre un laser et on va diviser la lumière qu'il émet en deux parties en rajoutant des fentes de Young justement. Voilà, c'est ce qu'on appelle avoir des sources cohérentes entre elles. Bref, qu'est-ce qui se passe si je rajoute un écran en C? Je vais observer directement sur mon écran les minimums et les maximums comme on a vu dans l'eau. Je vais avoir des maximums d'intensité, par exemple j'en ai un au centre, suivi de un minimum de chaque côté, un maximum, minimum, etc. Je vais avoir une alternance. Donc là, ce qu'on observe ici, c'est ce qu'on appelle une figure d'interférence. Donc en fait, concrètement, qu'est-ce qui est en train de se passer? On va faire un autre schéma,
où j'ai repris la même chose, hein. Donc là, j'ai une onde qui arrive sur mes sources S1 et S2, et je vais avoir donc deux nouvelles ondes qui vont être créées, mon onde issue de S1 et mon onde issue de S2. Donc là, mes ondes arrivent directement en un point P au niveau de l'écran et vont interférer en ce point P. Alors déjà, on peut remarquer que chaque rayon, chaque onde issue des sources S1 et S2 ne parcourt pas la même distance. Et on a S1 qui parcourt une distance plus grande que S2. Donc la distance parcourue par une onde, on appelle ça le chemin optique. Et là, on va avoir une différence de chemin optique entre mes deux ondes. Et bien en fait, si mes ondes arrivent en phase au point P, je vais avoir un maximum. Et si mes ondes arrivent en opposition de phase au point de P, je vais avoir un minimum. Ça veut dire quoi en phase? Donc les ondes qui arrivent en phase, c'est tout simplement que leurs maxima vont coïncider. Vous pouvez voir l'exemple qui est donné en dessous. Si j'ai le maximum d'une onde qui est au même endroit que le maximum de l'autre onde, mes deux ondes sont en phase, et en fait les deux amplitudes vont directement s'additionner. Si maintenant elles arrivent au point P en étant en opposition de phase. Donc en opposition de phase, ça signifie tout simplement que le maximum d'une onde va coïncider avec le minimum de l'autre onde. Et ben là, on va avoir une annulation de l'intensité. En fait, les deux amplitudes vont se soustraire et on va avoir une amplitude totale qui va être égale à 0. Donc ça, très important. Je reviens à la diapo d'avant. Si vous regardez la figure d'interférence, eh ben on a un maximum d'intensité au centre. Ça veut dire que au centre, mes deux ondes arrivent en phase et leur amplitude va s'additionner. Et par contre, sur les côtés, je vais avoir des franges sombres. Donc là, ça veut dire que mes ondes arrivent en opposition de phase et leur intensité, leur amplitude, pardon, va se soustraire. Donc on peut reprendre le schéma qu'on vient de voir et on peut rappeler donc ce qu'on vient de dire, c'est que les ondes 1 et 2 arrivent au point P en ayant parcouru ce qu'on appelle un chemin optique différent, et donc la différence entre les deux chemins optiques, on va le symboliser par une lettre, par un delta minuscule, et des fois, on l'appellera différence de marche. Moi je vais souvent utiliser le terme de différence de marche, c'est la même chose que la différence de chemin optique. Et donc ici, delta est égal à S1P moins S2P. Pourquoi? S1P, c'est tout simplement le chemin optique suivi par l'onde numéro 1. S2P, ça va être le chemin optique suivi par l'onde numéro 2. Et si je fais la soustraction, eh ben, je vais avoir la différence entre les deux chemins optiques, ce qu'on va appeler la différence de marche. Alors, on a dit tout à l'heure que les ondes allaient interférer de manière constructive au point P si les ondes étaient en phase. Donc, on va essayer de mathématiser un petit peu tout ça. Donc, je reprends toujours le même schéma. Et on va parler des conditions d'interférence constructive. Donc imaginons, j'ai mes deux ondes, au début, elles sont en phase. J'ai les maximums de chaque onde qui coïncident. Et ben, je vais avoir une onde maintenant qui va parcourir une distance supplémentaire par rapport à l'autre. Je vais donc avoir une différence de chemin optique. Et cette différence de marche, regardez, j'ai une onde qui s'est déplacée et forcément pour avoir une interférence constructive, elle a dû se remettre au niveau d'un maximum. Donc là, j'ai à nouveau mes deux ondes qui sont en phase. Et de quelle distance s'est déplacée mon onde numéro 2? Eh ben, on peut le voir sur le schéma, elle s'est déplacée d'une distance qui correspond à lambda, pour se remettre à nouveau en phase. Donc en fait, on va observer une interférence constructive lorsque la différence de chemin optique est nulle, c'est le cas de mon schéma en bas à gauche, et sinon est égal à un multiple de lambda. Je peux déplacer ma deuxième onde d'une valeur égale à lambda à chaque fois, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, et je serai toujours en phase, et j'aurai toujours une interférence constructive. Donc on peut directement en déduire que delta est égal à un multiple de lambda pour avoir une interférence constructive. Donc delta est égal à k fois lambda, avec k un entier relatif. Donc si je calcule ma différence de marche pour mes deux exemples en dessous, donc le premier je suis à k égale 0, le deuxième je vais être à k égale 1, et donc la différence de marche pour mon premier cas va être égale à 0, et ma différence de marche pour le deuxième va être égale directement à lambda. Ça signifie que j'ai une des deux ondes qui a parcouru une distance lambda supplémentaire par rapport à la deuxième. On peut faire le même travail pour les interférences destructives. Donc je vous ai pas remis le schéma, mais le principe est le même. Donc ici, je vais me placer directement à k égale 0. Regardez, j'ai mes deux ondes cette fois, qui sont en opposition de phase. J'ai le minimum de la première qui correspond au maximum de la deuxième. Et de combien je dois déplacer cette onde pour arriver à nouveau en opposition de phase?
je vais la déplacer à nouveau d'une valeur égale à lambda. Mais cette fois, ça va quand même être un petit peu différent. Donc on observe une interférence destructive lorsque la différence de chemin optique, et ben dans le premier cas, pour k égale 0, regardez, il y en a une déjà qui a parcouru une distance un petit peu supplémentaire par rapport à la deuxième, et cette distance, elle est égale à lambda divisé par 2. On n'a pas parcouru une longueur d'onde entière, on a parcouru une demi-longueur d'onde, uniquement dans le premier schéma, je parle. Et donc je vais avoir aussi une interférence destructive quand ma différence de marche va être égale à lambda sur 2, plus un certain nombre de fois lambda, et donc si ma différence de marche est égale à un multiple demi-entier de lambda. On va avoir ma différence de marche qui est égale à lambda sur 2, plus k fois lambda, avec k toujours un entier relatif. Je vais pouvoir factoriser par ma longueur d'onde, et donc ça me donne delta est égal à k plus 1 demi, tout ça en facteur de lambda. Donc si j'utilise ma formule ici, et ben pour k égale 0, je vais tout simplement avoir la différence de marche qui est égale à 0,5 lambda, et c'est logique par rapport à ce qu'on a dit au début. J'ai bien ma deuxième onde qui est décalée de une demi-longueur d'onde par rapport à la première. Et pour k égale 1, je vais avoir une différence de marche égale à 1,5 lambda. Donc si vous regardez la position de mon point M1 par exemple entre mes deux ondes, et ben je vais avoir le deuxième M1 pour ma deuxième onde qui est décalé de 1,5 lambda par rapport à ma première. Donc on peut voir directement une autre méthode, peut-être un petit peu plus mathématique, où on va directement calculer ma différence de marche. Donc S1P moins S2P, et ben le chemin optique parcouru par l'onde numéro 1, et ben le chemin optique parcouru par l'onde numéro 1, ici S1P ça va être en fait une distance, donc une distance ça va être la vitesse de l'onde multipliée par le temps qu'elle a mis, la durée qu'elle a mis pour aller de S1 à P, qu'on va appeler T1. Donc en fait, vu qu'ici on parle de lumière, ça va être la célérité de la lumière petit c, multipliée par le temps T1. Donc moins S2P, c'est-à-dire moins la célérité de la lumière, multipliée par T2. Je peux mettre la célérité de la lumière en facteur, et donc j'ai C en facteur de T1 moins T2. Et ben là, un peu la même réflexion tout à l'heure, je vais avoir des interférences constructives si ce que j'ai entre parenthèses T1 moins T2, c'est un multiple de la période grand T. Donc je vais avoir T1 moins T2 qui est égal à K fois grand T. Je peux remplacer directement dans ma formule d'au-dessus, et j'aurai donc ma différence de marche qui est égale à K fois grand T multiplié par C, la vitesse de la lumière. Et vous savez que C fois T est égal à lambda, c'est la formule qu'on avait vue dans la première partie, qui relie la vitesse de l'onde, sa période et sa longueur d'onde. Donc je vais pouvoir remplacer directement, et je retrouve le résultat qu'on avait tout à l'heure, la différence de marche, pour avoir des interférences constructives, doit être égal à K fois lambda, avec K un entier relatif. Donc pour les interférences destructives, eh ben si T moins T2 est un multiple demi-entier de la période grand T, c'est le même raisonnement que tout à l'heure, j'aurai T1 moins T2 qui sera égal à K plus 1 demi facteur de grand T, je vais pouvoir remplacer, et j'obtiens la même expression que tout à l'heure, la différence de marche est égale à K plus 1 demi en facteur de lambda. Et donc comme tout à l'heure, K est un entier relatif. Alors ce K, il a une signification quand même, il a un nom déjà. En fait, le nombre K, c'est ce qu'on appelle l'ordre d'interférence. Donc quand on va utiliser les trous de Young, ou les fentes de Young, ça dépend un petit peu du montage qu'on a, et ben on va obtenir une figure d'interférence. Là, c'est par exemple la figure obtenue si on utilise des trous de Young. Donc là, j'ai deux trous, côte à côte, séparés par une certaine distance relativement faible. Et ben ici, vous voyez que chaque frange brillante, en fait, correspond directement à un ordre d'interférence, à une valeur de K. Au centre, j'ai la première fois où mes ondes sont en phase, donc pour K égale 0. Je me décale petit à petit sur mon écran, mes ondes vont se déphaser, puis se remettre en phase pour K est égal à 1 et K est égal à moins 1, etc. K égale 2, K égale moins 2, de part et d'autre à chaque fois de ma tâche centrale. Donc ici, sur ce schéma, j'ai représenté uniquement K pour les valeurs où on a une interférence constructive. Entre mes différentes franges brillantes, j'ai des franges sombres qui, elles, représentent les interférences destructives. Donc par exemple, autour de ma frange centrale K égale 0, et ben de part et d'autre, j'ai une frange sombre qui correspondrait à mon interférence destructive K égale 0, d'accord? Et donc à chaque interférence constructive, ici on va y associer un ordre d'interférence.
Il y a une grandeur qui nous intéresse sur ces figures d'interférence, c'est justement l'écart entre le centre d'une frange brillante, donc d'une interférence constructrice, et celle d'à côté. Donc en fait, cette grandeur, on va appeler ça tout simplement l'interfrange. On va la noter grand I. Donc l'interfrange est la distance entre le centre de deux maxima d'intensité ou de deux minima. D'accord? La distance serait exactement la même. Et ben on va essayer de voir. Donc ça, vous pouvez le mesurer expérimentalement. On va voir comment on peut essayer de le calculer. Je vous ai projeté un schéma ici, vous pouvez regarder, j'ai toujours ma source 1, ma source 2. Ces deux sources sont séparées d'une distance qu'on va noter petit a. Et donc, j'ai mes deux ondes issues de S1 et S2 qui arrivent en un point M d'un écran placé à une distance D de mes deux sources. Et ce point M, vous pouvez voir qu'on a rajouté un axe ici, il a comme coordonnées X. Alors déjà, si on veut voir la différence de marche, regardez la distance parcourue par mon onde issue de S2, ici, et ben c'est directement la petite portion entre S2 et S1'. Et cette différence de marche, on peut montrer, en faisant un petit peu de trigonométrie et quelques approximations, qu'elle est égale à A multiplié par X, donc l'abscisse du point M, divisé par grand D, la distance entre la fente, entre les deux fentes et l'écran. Ça, c'est une expression qui vous sera toujours donnée en exercice, on vous demande pas de savoir la retrouver. Par contre, ce qu'on va faire ensuite, vous devez savoir le faire. Donc, l'interfrange I, c'est la distance entre deux maxima d'intensité. Or, vous savez que pour les maxima, on a la différence de marche qui doit être un multiple de lambda, qui doit être égal à k fois lambda. Donc, je vais déjà pouvoir remplacer dans mon expression qu'on nous avait fournie. Et avant de remplacer, je vais même directement isoler x. Donc, x est égal à d fois la différence de marche divisée par A, et maintenant je remplace, donc ce sera égal à D multiplié par K lambda divisé par A. Et ça déjà, c'est un résultat qui est intéressant. Je vais pouvoir déjà connaître directement pour quelles coordonnées, pour quelle valeur de X, je vais avoir des interférences constructives sur mon écran, donc en fonction de la distance à laquelle je place l'écran et de l'écart entre mes deux sources. Donc ça, c'est déjà un résultat assez intéressant. Donc maintenant, si on réfléchit un petit peu, ce X correspond à la coordonnée pour lesquelles je vais avoir des franges brillantes, des interférences constructives. Donc pour k égale 0, je vais avoir la première position, k égale 1, je vais avoir la deuxième, k égale 2, k égale 3. Et moi, j'aimerais bien savoir la distance entre deux interférences constructives. Il faudrait tout simplement que je fasse la différence entre la position d'une interférence constructive et celle de la suivante, d'accord? Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer xk plus 1 moins xk. Donc la position de la suivante moins la position d'une interférence. Et donc si je développe mon calcul, je vais directement, déjà si je remplace xk plus 1, je vais avoir grand D divisé par A et k plus 1 en facteur de lambda. Et à ça, je vais soustraire xk, donc D divisé par A multiplié par k fois lambda. Si vous développez ce que vous allez avoir entre parenthèses, vous allez voir que vous allez pouvoir soustraire très facilement deux nombres qui vont se simplifier, et il va vous rester grand D multiplié par lambda divisé par A. Et donc, on a directement trouvé la valeur de l'interfrange qui est égale à grand D multiplié par la longueur d'onde divisé par la distance entre mes deux fentes. Et à bientôt. Au revoir.